La NASA vient d'admettre ce que beaucoup pensaient impossible. 3. La Curiosity/Atlas ne se comporte pas comme de la poussière cosmique. Elle ressemble étrangement à un système de propulsion. Découvert le 1er juillet 2025, cet objet interstellaire a pénétré dans notre système solaire à 209,0 km/h. Mais le véritable choc est survenu lorsque les données de la NASA ont révélé un panache pointant vers le Soleil, une direction que la physique juge impossible. De plus, sa composition chimique, 8 fois plus riche en dioxyde de carbone qu'en eau, est inédite pour une comète. Les scientifiques s'efforcent de l'expliquer. Certains inventent tout de même que la queue agit davantage comme un moteur que comme une traînée naturelle. Mais si cette propulsion est réellement contrôlée, quelles en seront les conséquences pour la Terre? Le 1 et 1 juillet 2025, le programme d'observation Atlas au Chili a détecté un nouvel objet fonçant dans le système solaire à 209,0 km/h. Le service de presse de la NASA a publié les détails de la découverte quelques heures plus tard. Un troisième visiteur interstellaire désigné 3W/Atlas a été observé avec une vitesse et une trajectoire si précises que même les astronomes les plus chevronnés ont dû revérifier leurs calculs. La trajectoire de l'objet n'était pas seulement rapide, elle était quasi rectiligne avec une excentricité supérieure à 6. Un record absolu pour un objet interstellaire. Mais la véritable surprise est survenue lorsque la première série d'images de la NASA a révélé un phénomène inattendu. Au lieu de la queue typique d'une comète s'éloignant du Soleil, 3W/Atlas a montré un panache pointant vers le Soleil à l'opposé de la direction dans laquelle le rayonnement solaire devrait repousser la poussière. Il ne s'agissait pas d'un détail mineur noyé dans les données, mais bien de l'information principale de la conférence de presse de la NASA. Le chercheur chevronné en comète Bryce Boland a expliqué l'étrangeté de la situation. La queue ou panache est informe et se dirige préférentiellement vers le Soleil. L'équipe Atlas, en collaboration avec les experts en défense planétaire de la NASA, s'est attelée à la modélisation de la forme du panache. Ils l'ont comparé à toutes les comètes répertoriées. Aucune ne correspondait. La poussière semblait trop lourde pour être ramenée par le vent solaire. Pourtant, elle était clairement éjectée de la face éclairée du noyau. Quelques jours plus tard, le télescope Gemini Sud au Chili et le télescope Lowell Discovery en Arizona ont confirmé cette même caractéristique, un panache persistant et brillant dirigé vers le Soleil visible sur chaque nouvelle image. Le plan orbital de l'objet constituait une autre anomalie. 3I/LAS était en mouvement rétrograde, presque aligné avec l'écliptique inclinée de seulement 5 degrés par rapport à l'orbite terrestre, une configuration dont la probabilité d'occurrence par accident est inférieure à 1 sur 500. Alors que les données affluaient de plus de 30 observatoires, le Centre des planètes mineures a officiellement classé l'objet comme 3.2/Atlas, le troisième objet interstellaire jamais confirmé. La déclaration publique de la NASA n'a apporté aucune réponse simple. L'agence l'a qualifié de comète tout en admettant que le comportement de sa queue était très inhabituel. Le communiqué de presse ne s'est pas arrêté aux données orbitales. Il invitait la communauté scientifique à observer le panache et à s'interroger sur les causes possibles de la projection de poussière vers le Soleil. Pour les planétologues, l'affaire restait ouverte. Pour tous les autres, la question était évidente. Si ce n'est pas simplement de la poussière, qu'est-ce que c'est? Mais la série d'images suivantes n'allait faire qu'épaissir le mystère. Les images haute résolution de Hubble prises fin juillet ont permis d'éclaircir ce point. Le panache ne traînait pas derrière 3 yeux comme dans un récit de comète classique. Il jaillissait du visage ensoleillé s'étirant droit vers le Soleil. Les astronomes ont cartographié son orientation vers l'ouest, dans le ciel vers le Soleil dans l'espace, mesurant un arc informe et instable. Sa forme est restée inchangée pendant des jours, comme l'ont confirmé Gemini Sud et Lowell Discovery, quel que soit l'angle et l'exposition. Le temps. Ce n'est pas ainsi que les histoires de comètes sont censées se dérouler. Le rayonnement solaire agit comme un vent incessant repoussant constamment la poussière et les gaz loin du Soleil. Imaginez une voiture roulant à vive allure sous une averse. La pluie frappe le pare-brise, mais les embruns derrière elle sont toujours emportés par le vent. Pour les comètes, la poussière devrait se comporter de la même manière. Les particules sont projetées vers l'arrière et non vers l'avant.
Or, il semblait que 3.2/Atlas projetait sa matière directement face au vent solaire. Des observateurs chevronnés ont tenté d'ajuster les données au modèle cométaire connu. Ils ont effectué des simulations de dynamique des poussières en tenant compte de la taille des particules, de leur vitesse et de l'intensité du vent solaire. Rien ne correspondait à cette configuration. Le seul moyen de propulser de la matière vers le Soleil aurait été de lui insuffler une force suffisante pour vaincre la répulsion solaire. Or, le panache n'était ni faible ni éphémère. Il était persistant, brillant et visible à chaque nouvelle image. La poussière semblait trop lourde pour être repoussée et pourtant trop énergétique pour retomber à la verticale. Toutes les autres comètes de Halley à Boris avaient respecté les règles. 3 mois/Atlas les transgressait. Cette anomalie a contraint les scientifiques à s'interroger sur les mécanismes susceptibles de propulser la poussière à contre-courant du vent solaire. La pression de radiation, cette force invisible qui façonne la queue de chaque comète, ne suffisait pas à l'expliquer. Si le panache n'était pas simplement de la poussière dérivant au loin, alors un autre phénomène devait le repousser. Peut-être une sorte de propulseur plutôt qu'une simple veine de vent. La preuve était pourtant là sur les images, un panache dirigé vers le Soleil, défiant les lois de la physique. Mais si la lumière solaire seule ne peut expliquer ce phénomène, quelle force était donc à l'œuvre? La recherche de réponses ne faisait que commencer. Début août, le spectrographe du télescope James Webb s'est pointé vers 3I/Atlas, capturant un spectre dont les chiffres ont même stupéfié les scientifiques les plus aguerris. La principale surprise fut la présence massive de dioxyde de carbone. Le rapport dioxyde de carbone/eau dans la coma a été mesuré à 8 avec une marge d'erreur de plus ou moins 1. Ce rapport est élevé. À titre de comparaison, la plupart des comètes de notre système solaire présentent un rapport dioxyde de carbone/eau compris entre 0,1 et 2. Quelques comètes atteignent presque 4 écarts-types, mais 3.2/Atlas se situe à 4 écarts-types au-dessus de la moyenne du système solaire. Seule la comète C/206R. 2 s'en est approchée et elle est considérée comme une valeur aberrante. L'équipe du JWST dirigée par Martin Cordinier a confirmé cette mesure grâce à la cartographie spécifique SHARE-R qui a permis de déterminer la coma à 3,3 unités astronomiques du Soleil. La signature du dioxyde de carbone centrée à 4,3 microns est nettement plus intense que la ligne de l'eau à 2,7 microns. Même le monoxyde de carbone, généralement abondant dans les comètes lointaines, était présent en faible quantité, 1,4 fois plus que l'eau. Les cartes spatiales montraient que le dioxyde de carbone dominait la face exposée au Soleil, ce qui correspondait à la direction du panache persistant observé sur des images précédentes. Mais ces chiffres suggéraient autre chose. Cet objet s'est probablement formé loin de toute étoile chaude, dans une région où le dioxyde de carbone pouvait se condenser, tandis que l'eau restait piégée dans les couches plus profondes. Parallèlement, le très grand télescope du Chili a fait une autre découverte surprenante du nickel atomique NiI était présent dans la coma, avec un taux de production de 10 puissance 22,67 atomes par seconde. L'incertitude est de plus ou moins 0,07 sur le logarithme. C'est un chiffre énorme pour une comète située encore bien au-delà de Mars. À titre de comparaison, Hyakutse, l'une des comètes les plus brillantes jamais observées, présentait des taux de nickel plus faibles à des distances similaires. Plus étrange encore, l'équipe du VLT n'a trouvé aucune trace de vapeur de fer qui apparaît presque toujours aux côtés du nickel dans les comètes du système solaire. Les concentrations de nickel et de dioxyde de carbone ont toutes deux augmenté rapidement à mesure que 3I/IAS s'approchait du Soleil. Leurs taux de production ont augmenté avec des exposants d'échelle de distance héliocentrique proches de -8 et -9, bien plus abruptes que la loi R au carré habituelle pour la simple sublimation. Ce type de réponse suggère une chimie complexe, voire de nouveaux mécanismes de libération. Les données du JWST, combinées aux signatures métalliques du VLT, indiquent une origine chimique étrangère à notre système solaire. C3I/Atlas. Cette capsule temporelle venue d'une autre étoile révèle par sa composition chimique la première preuve directe de la diversité des berceaux planétaires. Mais avec une telle richesse en dioxyde de carbone et en métaux, l'hypothèse d'une origine naturelle devient encore plus étrange.
Et si ces chiffres ne concernaient pas seulement la chimie, mais aussi le mode de déplacement de l'objet? Les propulseurs ioniques fonctionnent en éjectant des particules chargées, généralement des ions xénon hors du vaisseau spatial, grâce à des champs électriques. Pas de boule de feu, juste une faible lueur bleue et une poussée constante. La force est infime, parfois inférieure à 1 million. Mais si on la maintient active pendant des mois, on peut accélérer une sonde à des dizaines de milliers de kilomètres par heure. Les sondes Dawn de la NASA utilisent cette méthode pour atteindre Vesta et Ceres. Le panache d'un moteur ionique est étroit colonnaire et pointe exactement à l'opposé de la direction de déplacement. Dans le vide spatial, l'absence d'air empêche la dispersion du panache. Les ions sont donc projetés en ligne droite, laissant une trace faible et persistante. Or, si l'on observe le panache de 3/Atlas, la ressemblance est frappante. Au lieu d'une longue queue soufflée par le Soleil comme celle d'une comète classique, la matière est éjectée en un arc étroit vers le Soleil. C'est l'inverse de ce que la lumière du Soleil devrait faire à la poussière. Dans une comète typique, la poussière et les gaz sont projetés loin du Soleil, formant une queue toujours orientée à l'opposé du Soleil. Ici, la direction est inversée. Le panache conserve sa forme, ne s'étale pas et semble résister au vent solaire comme si une force extérieure le poussait activement dans la direction voulue. A Vibe, habitué aux idées controversées, a comparé ce comportement au gaz d'échappement d'un propulseur ionique de vaisseau spatial. Selon lui, pour ralentir après un long voyage interstellaire, il faudrait orienter les moteurs vers le Soleil et les allumer au périhélie en exploitant l'effet Oberth pour maximiser le freinage. Ce n'est pas de la science-fiction. Toutes les grandes agences spatiales utilisent l'effet Oberth pour planifier des manœuvres efficaces. Le secret réside dans le timing. La poussée maximale est nécessaire au moment où l'on se déplace le plus rapidement, c'est-à-dire au plus près du Soleil. Mais il y a un hic, les moteurs ioniques produisent un type de gaz d'échappement très spécifique. Les ions sont monoénergétiques. Ils ont tous une vitesse quasiment identique. Et le panache est dense non diffus. Si 3/Atlas utilisait un système similaire, on s'attendrait à observer des particules lourdes éjectées à grande vitesse, formant un jet étroit et persistante. C'est précisément ce que les télescopes ont détecté. La poussière du panache n'est pas la fine matière duvetteuse que l'on trouve dans la queue d'une comète classique. Elle est plus grumeleuse, plus dense et ne se disperse que très peu en quittant le noyau. L'analogie n'est pas parfaite. Les moteurs ioniques des vaisseaux spatiaux habités utilisent du xénon car il est facile à ioniser et à stocker, mais aucune trace de xénon n'a été détectée dans les spectres de 3/Atlas, du moins, pour l'instant. On observe en revanche une forte concentration de dioxyde de carbone et des traces de nickel, deux éléments qui peuvent être ionisés et accélérés dans des conditions appropriées. La véritable question est de savoir si une éjection naturelle pourrait un jour reproduire le panache concentré à grande vitesse d'un propulseur électrique. Pour l'instant, les modèles indiquent que non. Même les jets cométaires les plus puissants ont tendance à disperser la poussière en larges éventails et non en étroits flux dirigés vers le Soleil. C'est là que les spéculations s'intensifient. Si le panache n'est pas simplement de la poussière déplacée par la lumière du Soleil, alors qu'est-ce qui la propulse? Certains scientifiques affirment que la seule façon de projeter de la matière contre le vent solaire est d'utiliser une force dirigée, un phénomène qui s'apparente davantage à une propulsion qu'à une sublimation passive. Le souligne que pour dissimuler une manœuvre, il faudrait la réaliser au périhélie précisément lorsque le Soleil masque la vue depuis la Terre. C'est exactement là que se trouvera 3/Atlas fin octobre. Bien sûr, des explications naturelles restent envisageables. Il est possible que le noyau de 3/Atlas tourne de façon optimale ou que sa surface présente des zones de glace super volatiles qui s'évaporent en puissants jets. Cependant, aucun des modèles cométaires classiques n'a réussi à reproduire la forme et la persistance du panache. Les données ne concordent pas. La force nécessaire pour propulser la poussière vers le Soleil et la maintenir en suspension est bien supérieure à celle observée pour les comètes ordinaires. Alors s'agit-il d'une propulsion ou simplement d'une comète à la trajectoire inhabituelle? Les indices s'accumulent, mais le débat reste ouvert. La prochaine étape consistera à examiner de plus près les données d'accélération.
car si 3.2/Atlas met réellement ses moteurs en marche, même une petite poussée devrait laisser une empreinte mesurable dans sa trajectoire. Les équipes Astrometrics de Lel et de Gemini Sud ont commencé à suivre la position de 3/Atlas quelques jours seulement après sa découverte, enregistrant des centaines de mesures, tandis que l'objet traversait le système solaire interne. L'approche standard, consistant à ajuster une trajectoire gravitationnelle aux données puis à vérifier les résidus, a rapidement révélé une anomalie. La trajectoire calculée basée sur une orbite hyperbolique d'excentricité 6141 et d'une vitesse excédentaire proche de 58 km par seconde correspondait à l'arc initial à la marge d'erreur attendue. Mais au passage de juillet à août, la solution optimale a commencé à dériver. Les résidus, ces infimes différences entre les positions prédites et observées, ont dépassé les incertitudes formelles. À la mi-août, le résidu moyen atteignait 0,7 secondes d'arc, soit plus du double de la dispersion attendue pour une cible aussi brillante et bien suivie. L'anomalie n'était pas aléatoire. Les analystes ont constaté une tendance constante, les résidus se décalaient vers le Soleil, toujours dans la direction du panache. Lorsque l'équipe a appliqué un modèle non gravitationnel en ajoutant un faible terme d'accélération dirigé vers le Soleil, l'ajustement s'est considérablement amélioré. L'accélération non gravitationnelle optimale s'est avérée être d'environ 4 fois 10 puissance moins 7 mètres par seconde au carré, avec une incertitude de 1 fois 10 puissance moins 7. C'est une force infime, mais suffisante pour déplacer la position de l'objet de plusieurs milliers de kilomètres en quelques semaines seulement. À titre de comparaison, c'est du même ordre de grandeur que l'accélération non gravitationnelle détectée dans un objet I/Oumuamua, bien que dans ce cas, la force soit dirigée à l'opposé du Soleil. Un analyste a comparé l'effet à une poussée lente et régulière, comme une main délicate poussant une boule de billard sur le tapis, toujours dans la même direction. Cette direction coïncidait presque exactement avec l'axe du panache observé sur les images de Hubble et Gemini. L'amplitude était trop importante pour être négligée, mais trop faible pour être expliquée par de simples modèles d'accélération. Pour obtenir une telle poussée de la glace d'eau, il faudrait un taux de perte de masse de plusieurs centaines de kilogrammes par seconde, soit 10 fois supérieur à ce que la luminosité de la coma suggérait. La chimie dominée par le C, O2, confirmée par le GWST, suggérait un processus plus volatile, mais même cette hypothèse ne permettait pas d'expliquer la forme et la persistance de l'accélération. L'équipe d'astrométrie a effectué des simulations en ajustant la taille des particules et la géométrie du jet. Ce n'est qu'en modélisant un jet concentré dirigé vers le Soleil et émettant principalement des particules lourdes que les résultats ont commencé à concorder. L'estimation de la poussée obtenue se situait aux alentours de 0,44 millions de s'agissant sur plusieurs semaines. Cela correspond approximativement à la poussée continue produite par un moteur ionique de vaisseau spatial simplement transposé à l'échelle cométaire. Ce qui rendait ce cas unique, ce n'était pas seulement l'amplitude, mais aussi la précision. Les marges d'erreur sur le vecteur d'accélération étaient faibles grâce à l'immense volume de données de position de haute qualité. Le signal a persisté dans différents ensembles de données indépendants Lowell Gemini et même des observatoires amateurs connectés au centre de la planète mineure. À chaque répétition du motif, un décalage vers le Soleil stable dans le temps, sans aucun signe de fluctuations aléatoires ou de sauts soudains. Les analystes de mission du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont signalé l'objet pour une surveillance des événements non gravitationnels, un protocole généralement réservé aux comètes présentant des éruptions imprévisibles. Leurs notes internes indiquaient que l'accélération mesurée, bien que non inédite, était incompatible avec les modèles cométaires standards, compte tenu de la perte de masse observée et des propriétés de la poussière. Certains membres du groupe ont commencé à qualifier cet effet de signature propulsive. Bien que la documentation officielle ait conservé le langage neutre de la perturbation non gravitationnelle, les données ne laissaient que peu de place à des réponses simples. S'il s'agissait simplement d'un dégazage, c'était le jet persistant le plus colonnaire jamais enregistré pour une comète, et il se trouvait qu'il s'alignait parfaitement avec le panache dirigé vers le Soleil détecté par tous les grands télescopes. S'il s'agissait d'autre chose, les données,
le montrerait d'abord dans la trajectoire et pas seulement dans les images. L'étape suivante consistait à comparer le profil d'accélération mesuré avec la chronologie des variations de luminosité du panache et à déterminer si la poussée s'intensifie à mesure que l'objet approche du périhélie. Si cette tendance se confirme, l'hypothèse d'une propulsion active naturelle ou autre devient d'autant plus difficile à écarter. Mais le véritable test surviendrait lorsque 3ON/Atlas passerait derrière le Soleil où la moindre manœuvre soudaine pourrait échapper à la vue de la Terre. Les meilleurs spécialistes mondiaux de l'étude des orbites seraient à l'affût du moindre mouvement. Fin 2017, les astronomes de l'observatoire Pan-STARRS ont suivi la trajectoire d'un objet se déplaçant rapidement dans le système solaire interne. Il s'agissait d'I/UAMAMUA, le premier visiteur interstellaire jamais confirmé. En quelques semaines, la découverte a laissé place au débat. Oumuamua ne ressemblait à aucune comète ni à aucun astéroïde observé auparavant. Petit, avec une courbe de luminosité évoquant la forme d'un cigare ou d'une crêpe, il effectuait une rotation complète en 7,3 heures. Mais le véritable mystère résidait dans son mouvement. Un suivi précis a révélé qu'il ne se déplaçait pas uniquement sous l'effet de la gravité. Une faible accélération constante d'environ 5 × 10 puissance moins 6 mètres par seconde au carré le repoussait du Soleil. C'est le genre d'impulsion que l'on attendrait du dégazage d'une comète. Mais les télescopes n'ont décelé ni queue, ni coma, ni poussière visible. Même les observations approfondies de Spitzer n'ont rien révélé. Si du gaz s'échappait, il était invisible. Cela a ouvert la voie aux spéculations. Avi Loeb, astrophysicienne à Harvard, a avancé que la pression de radiation solaire pouvait expliquer l'accélération, mais seulement si Oumuamua était extrêmement mince de quelques millimètres d'épaisseur, seulement comme une voile solaire. Il a publié un article suggérant qu'il pourrait s'agir d'un objet artificiel, un fragment de technologie extraterrestre envoyé explorer d'autres systèmes stellaires. La plupart des astronomes ont réfuté cette hypothèse, privilégiant des explications naturelles. Peut-être de la glace d'hydrogène se sublimait-elle, ou peut-être l'objet était-il recouvert d'une couche de matière organique ne laissant aucune trace visible. Mais le débat ne s'est jamais vraiment apaisé. Oumuamua est devenu un point de repère, un rappel que les visiteurs interstellaires peuvent nous surprendre et que parfois les données ne rentrent pas dans les cases habituelles. L'histoire ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, Boris est arrivé se comportant beaucoup plus comme une comète classique. Son parcours était digne d'un manuel d'astronomie. Il a dégagé du cyanure et de l'eau et a suivi les règles établies. Cela semblait clore le débat. Les objets interstellaires pouvaient être étranges, mais aussi familiers. Pourtant, le souvenir d'Oumuamua persistait, notamment la façon dont sa trajectoire refusait de correspondre au modèle simple. L'accélération non gravitationnelle était faible mais persistante et personne ne pouvait identifier de preuves irréfutables dans les données. Lowe continuait de défendre l'hypothèse de la voile solaire, tandis que d'autres affinaient les modèles de dégazage d'hydrogène ou de fragments de glace d'azote. Le débat a perfectionné les outils utilisés par les astronomes pour détecter les forces infimes agissant sur les petits corps et a rehaussé le niveau d'exigence quant à ce qui constitue une preuve de l'extraordinaire. Aujourd'hui, avec Atlas III, la tendance est difficile à ignorer. Un autre objet interstellaire, un autre ensemble d'anomalies. Cette fois, non seulement la trajectoire, mais aussi la queue elle-même. Le domaine a évolué depuis 2017. Le nombre de visiteurs interstellaires recensés ne cesse de croître et chacun d'eux apporte son lot de nouvelles interactions, de nouvelles dynamiques et de nouvelles questions. Oumuamua a ouvert la voie. Ne présumez pas que tous les visiteurs se comporteront comme prévu. Lorsque les données ne correspondent pas, il ne s'agit pas d'une simple curiosité. C'est un appel à repenser ce qui est possible. La prochaine étape consiste à déterminer si ces anomalies sont des cas isolés ou s'il s'agit des premiers indices d'une structure plus profonde au sein des débris de la galaxie. La recherche d'objets interstellaires a connu une accélération ces dernières années. En 2010, les astronomes ont été stupéfaits par la découverte du premier visiteur confirmé I/Oumuamua. Puis 2I/Boros sont arrivés en 2019. Maintenant, avec 3I/Atlas, la question n'est plus de savoir si ces objets sont rares,
mais si nous commençons seulement maintenant à entrevoir la véritable ampleur de ce qui existe dans l'espace. Les équipes d'observation se préparent déjà à une forte affluence. L'observatoire Vera Rubin, qui sera bientôt pleinement opérationnel, scrutera l'ensemble du ciel austral toutes les 3 nuits. Sa caméra capturera des milliards d'étoiles de galaxies et surtout les points lumineux en mouvement qui révèlent le passage d'objets provenant du cosmos. Les simulations suggèrent que Rubin pourrait détecter jusqu'à un visiteur interstellaire par an, voire plus. Certaines estimations vont même jusqu'à dépasser ce chiffre. Des millions de ces objets pourraient traverser le système solaire chaque année, la plupart étant trop faibles ou trop rapides pour être observés par les télescopes actuels. Le catalogue actuel ne représente que la partie émergée de l'iceberg. Chaque nouvelle détection augmente les probabilités. Avec 3 objets confirmés en moins d'une décennie, les astronomes recalculent la quantité de débris que notre système solaire capte de la galaxie. Les chiffres sont stupéfiants. Si même une petite fraction de ces objets interstellaires est suffisamment grande pour être observée, la Voie lactée pourrait regorger de débris planétaires. Comètes, astéroïdes et fragments, chacun porteur d'indices provenant d'un système stellaire différent. Ce catalogue en constante expansion modifie bien plus que de simples statistiques. C'est un signal d'alarme pour les équipes de défense planétaire qui doivent désormais prendre en compte non seulement les menaces locales, mais aussi les objets se déplaçant rapidement sur des trajectoires imprévisibles. Les alertes automatisées de l'Observatoire Rubin signaleront tout objet se déplaçant trop rapidement ou dont la trajectoire ne correspond pas à celle des comètes et astéroïdes du système solaire. Cela signifie une surveillance accrue du ciel, des suivis plus rapides et davantage de chances de repérer un objet interstellaire en phase d'approche avant qu'il ne passe près du Soleil et ne disparaisse à jamais. Les scientifiques chargés des relevés planifient déjà comment traiter le flot de nouvelles découvertes. Le défi ne consiste pas seulement à trouver ces objets, mais aussi à déterminer lesquels méritent une étude plus approfondie. Certains seront glacés et actifs comme Boris, d'autres sombres et silencieux comme Oumuamua. Et puis il y a les cas particuliers, ceux qui présentent une chimie étrange, des formes insolites ou des histoires qui défient les règles. Chaque détection ajoute une nouvelle dimension à la complexité, obligeant les astronomes à repenser les possibilités offertes par le champ de débris de notre galaxie. L'enjeu est de plus en plus important à chaque nouvelle découverte. Si le prochain objet interstellaire ressemble à 3.2/Atlas, avec des signes d'accélération inhabituels ou une queue atypique, les équipes d'observation n'auront que quelques semaines ou mois pour collecter des données avant sa disparition. Les prévisions de l'Observatoire Rubin suggèrent que l'ère des anomalies ponctuelles touche à sa fin. Bientôt, un flux constant de messagers interstellaires affluera, chacun mettant à l'épreuve notre capacité à distinguer l'étrange parmi l'inconnu. Si les chiffres se confirment, la prochaine grande surprise est peut-être déjà en route. Les spécialistes de la dynamique orbitale ont passé des semaines à effectuer les calculs. La probabilité que 3i/LAS arrive sur une trajectoire si proche de l'écliptique à seulement 5 degrés du plan orbital terrestre est d'environ 2 sur 1000. C'est plus que rare. C'est un phénomène presque rarissime pour un débris interstellaire. La plupart des visiteurs venus de l'espace lointain traversent le système solaire selon des angles prononcés passant au-dessus ou en dessous du disque planétaire. Mais celui-ci a suivi une trajectoire rétrograde quasi parallèle, frôlant le disque planétaire à rebours. Sa trajectoire ne se résumait pas à un simple angle. Début juillet, des simulations ont montré que 3.2/Atlas passerait à moins de 29 millions de kilomètres de Mars le 3 octobre, puis à 97 millions de kilomètres de Vénus un mois plus tard et à moins de 54 millions de kilomètres de Jupiter en mars. Chacun de ces passages rapprochés est une surprise statistique. Au total, la probabilité qu'un objet interstellaire percute ce triple système planétaire Mars, Vénus, Jupiter est inférieure à 1 sur 20. Ce n'est pas le fruit du hasard. À titre de comparaison, la plupart des comètes ne s'approchent jamais à moins de 0,5 unités astronomiques d'une seule planète et encore moins de 3 planètes consécutives. Le plan orbital, le timing, les survols planétaires, tout cela s'imbrique parfaitement. La trajectoire est si précise que même les équipes de mécanique orbitale les plus sceptiques ont été interpellées.
Elles ont vérifié l'absence de biais d'observation, effectué des simulations de Monte Carlo et tenté de randomiser les vecteurs d'arrivée. Le résultat était toujours le même, cette trajectoire est une exception cosmique. Mais ce n'est pas tout. L'excentricité de la comète. 6141 avec une marge d'erreur vient d'établir un nouveau record. Cette valeur signifie que 32/Atlas n'est pas seulement libre de ses mouvements. Elle suit une trajectoire si rectiligne qu'elle décrit à peine une courbe en traversant le système solaire. La plupart des objets interstellaires ont une excentricité légèrement supérieure à 1. Celle-ci est 6 fois plus élevée traversant l'alignement planétaire avec une précision quasi chirurgicale. Pour les équipes de défense planétaire, ces probabilités ne sont pas anecdotiques, mais constituent un véritable avertissement. Un objet arrivant si près de l'écliptique, se déplaçant en rétrograde et ciblant 3 planètes successivement n'est pas une simple curiosité. C'est un test de notre capacité à anticiper l'imprévisible. L'observatoire Vera Rubin, dont les opérations étaient encore en cours de développement, a signalé l'événement pour un suivi. Des alertes automatiques ont été diffusées sur le réseau et les spécialistes de la dynamique ont recalculé les fenêtres de risque. Bien que 32/Atlas ne représente aucune menace pour la Terre, ce scénario a contraint les équipes à repenser la notion de rareté en matière de débris galactiques. Certains chercheurs ont commencé à se poser la question délicate si cette trajectoire n'est pas un simple hasard, quelle pourrait en être la signification. L'alignement est si précis, le survol si bien synchronisé qu'il semble presque intentionnel. Pourtant, chaque calcul, chaque marge d'erreur converge vers la même conclusion. Statistiquement, cela ne devrait pas se produire, mais les données sont là. Un visiteur interstellaire rétrograde parcourt l'écliptique frôlant 3 planètes, et ce avec des probabilités si infimes qu'elles paraissent artificielles. La conjonction solaire de fin octobre, lorsque 3 planètes disparaissent derrière le Soleil, revêt désormais une importance nouvelle. Si un événement inhabituel se produit durant cette fenêtre d'invisibilité, les spécialistes des orbites du monde entier seront aux aguets. Les chiffres ne laissent guère de place au réconfort. Le 30 octobre 25,3/Atlas disparaît derrière le Soleil, échappant à la détection de tous les télescopes terrestres. Pendant des semaines, l'objet restera invisible. Aucune lumière visible, aucun écho-radar, aucune possibilité d'observation directe. De notre point de vue, le disque solaire masque la seule fenêtre sur ce qui va suivre. Il s'agit de la conjonction solaire, l'angle mort classique de la défense planétaire et de la navigation interplanétaire. Même les observatoires les plus performants perdent le suivi d'objets durant cette période. Pour 3I/LAS, la synchronisation est extrêmement critique. Les astronomes ont suivi chacun de ces mouvements, enregistrant son accélération, son panache et sa chimie atypique. Mais voilà que juste au moment où l'objet atteint son point le plus proche du Soleil, le périhélie, il disparaît de notre champ de vision. Il ne s'agit pas d'un simple concours de circonstances ou d'un problème de géométrie orbitale. En termes de mécanique orbitale, le périhélie correspond au moment où l'énergie cinétique est maximale. L'objet se déplace à sa vitesse maximale. La gravité du Soleil est à son maximum. Et le moindre changement de trajectoire aussi infime soit-il aurait un impact considérable à ce moment précis. Pour un engin spatial, c'est le point critique où une manœuvre d'accélération bien maîtrisée peut décupler sa vitesse ou au contraire le ralentir grâce à l'effet thermique. Pour une comète naturelle, c'est la période de dégazage maximale lorsque la lumière du Soleil frappe sa surface de plein fouet et que des glaces volatiles sont projetées dans l'espace. Pour 3I/Atlas, connu pour ses jets dirigés vers le Soleil et son accélération inexpliquée, c'est le pic d'énergie. Si un événement inhabituel doit se produire, c'est à ce moment précis. La fenêtre de conjonction dure des semaines. Aucune caméra sur Terre ou en orbite terrestre basse ne peut voir au-delà de l'éclat du Soleil. Les signaux radio sont brouillés par le plasma solaire. Même les instruments les plus sensibles doivent attendre que l'objet réapparaisse de l'autre côté du Soleil. C'est une lacune dans les données, une période où tout peut arriver, une éruption, un changement de trajectoire, une soudaine baisse ou hausse de luminosité. Par le passé, des comètes se sont scindées,
ou ont disparu lors de conjonctions pour ensuite surprendre les astronomes lorsqu'elles sont réapparues. Pour 3I/LA, l'enjeu est tout autre. Chaque modèle, chaque simulation, chaque optimisation orbitale converge vers ces moments cruciaux. Les équipes de défense planétaire sont sur le qui-vive. Des alertes automatisées signalent le périhélie comme une période de surveillance critique. Les responsables de la mission au JPL et à l'Observatoire Rubin ont déjà programmé des observations complémentaires dès que 3I/Atlas sortira de sa conjonction solaire. Ce manque de données alimente l'inquiétude et les spéculations. Si la queue de l'objet s'apparente davantage à un système de propulsion qu'à de la poussière, si l'accélération est plus qu'un simple dégazage, c'est durant cette période qu'une manœuvre pourrait passer inaperçue. Le Soleil lui-même fait office de voile dissimulant aux yeux humains la suite des événements. Mais il est impossible de le savoir avant la réapparition de l'objet. Les meilleurs spécialistes mondiaux de l'étude des orbites scruteront le moindre écart, le moindre signe de déviation de la trajectoire de modification du panache ou d'évolution de la composition chimique. D'ici là, l'histoire reste en suspens. Ce qui se passe derrière le Soleil reste derrière le Soleil, du moins pour l'instant. Lorsque 3I/Atlas émergera de sa conjonction, les données révéleront la suite des événements. D'ici là, l'émerveillement et l'urgence ne font que croître. Le 1er juillet 2025, les astronomes ont confirmé que 3I/Atlas était le troisième visiteur interstellaire connu voyageant à 290 km/h et présentant un panache dirigé vers le Soleil et non à l'opposé. Les données de la NASA montrent que ce panache défie les lois physiques habituelles des poussières cométaires avec un rapport dioxyde de carbone/eau de Huit-Un et la présence de nickel, un élément rare dans sa coma. Ces découvertes ont été publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture et confirmées par les équipes des télescopes Hubble et JWST. Malgré ces faits, la véritable cause de ce panache orienté vers le Soleil demeure un mystère. Certains chercheurs s'appuyant sur des écarts de trajectoire précis ont établi un parallèle avec une propulsion électrique. Cependant, aucune agence ni institution n'a confirmé d'origine artificielle et une grande partie du comportement de cet objet fait encore l'objet d'études. Lorsque 3I/Atlas passera à son périhélie invisible derrière le Soleil le 30 octobre 2025, les astronomes se retrouveront avec plus de questions que de réponses. Une chose est sûre, chaque nouvel objet interstellaire remet en question notre compréhension du cosmos et nous rappelle que l'univers recèle peut-être des mystères que nous commençons à peine à percer.